Le domaine expérimental de la Tapie, donc, qui est une station régionale d'expérimentation, on s'occupe de raisins de table et de cerises. Et je suis en particulier responsable de tout ce qui est phytosanitaire, raisins de table. Donc, qu'en est-il de ce nouveau ravageur qui sévit dans les petits fruits et surtout la cerise dans le domaine où je travaille, on s'en occupe beaucoup. Donc un constat cette année, on a eu de nombreux foyers de pourriture acide dans la région, dans le vignoble notamment, et dans les différentes régions de France aussi. Ça a été signalé un peu partout en France. Mais est-ce que la Drosophila Suzuki est la seule responsable ? Donc un point sur cette pourriture acide. Historiquement, la pourriture acide est disséminée plutôt par les drosophiles communes. Elle est provoquée par des levures et des bactéries qui prolifèrent, qui sont déjà présentes sur la pellicule du raisin. Et à la faveur de drosophiles communes, type Melanogaster ou Simulans notamment, elles prolifèrent donc, et elles se disséminent sur des baies blessées. Souvent c'est des guêpes, la grêle, l'éclatement dû à des problèmes physiologiques ou l'oïdium. Donc cette année 2014 a été une année très favorable à cette prolifération de drosophiles et à l'invasion de la pourriture acide. Là, je vous représente une station que je connais bien, hein, c'est la Carpentras, au domaine expérimental de la Tapie. Et on voit que durant le mois de juillet, août, septembre, des périodes de pluie se sont poursuivies très très régulièrement, ce qui a fait que le vignoble était tout le temps un peu humide, disons. Et les températures n'étaient pas en cela trop faibles, elles étaient moyennes à fortes. Plus, on a eu un petit épisode de grêle. Je sais que dans beaucoup de vignobles en France, il y a eu des épisodes caractéristiques de grêle, ce qui a pu provoquer des voies d'entrée donc de prolifération de pourriture acide. Autre élément qui rentre en jeu dans la prolifération de la pourriture acide, un lien avec l'oïdium. Cette année, justement, ça a été un peu propice pour mettre en évidence ce lien au travers de différents essais, notamment des essais oïdium et des essais pourriture acide. Et donc ici, je vous ai représenté un lien entre le pourcentage d'oïdium que l'on peut observer sur un essai pourriture acide et en ordonnée, vous avez le pourcentage de pourriture acide. Et vous voyez une corrélation assez correcte entre les deux problèmes phyto. Autre résultat au domaine de Rodilhan à l'IFV, hein, c'est Bernard Molot qui a suivi cet essai oïdium. Vous avez là encore en abscisse les intensités d'oïdium notées le 16 juillet et en ordonnée, vous avez le pourcentage de pourriture acide noté le 21 août. Et vous avez une très très bonne corrélation entre ces deux éléments. Donc oui, l'oïdium peut être à l'origine de cette entrée, de cette prolifération de la pourriture acide. Autre élément, hein, je vous donne au fur et à mesure ce qui aurait pu arriver cette année, ce qui a pu arriver cette année. On voit la progression assez récurrente de guêpes. De plus en plus, on a ce phénomène de guêpes qui peut être un élément, une voie d'entrée pour les drosophiles et donc produire de la pourriture acide en grand nombre. D'autant plus que on nous a signalé souvent des dégâts de Drosophila Suzuki éventuels à cause de petits points, de petites perforations sur les baies. Et en fait, en regardant de près, là je vous mets une petite photo, on voit deux petits trous côte à côte, ce qui représente exactement
les morsures des mandibules de la guêpe. Donc attention, il y a souvent confusion entre les symptômes de Drosophila suzuki et les premiers symptômes de morsure de guêpe. Donc ils peuvent être aussi une voie d'entrée pour la pourriture acide. Et ça a été très souvent le cas cette année, en regardant bien à l'albino. Donc par contre, quelle est la part de cette Drosophila suzuki? Est-ce qu'elle contribue au développement de la pourriture avec des dégâts directs, c'est-à-dire ponte à l'intérieur de la pellicule, ou simplement en disséminant les levures et les bactéries de la même manière que les autres drosophiles? Existe-t-il une compétition entre les drosophiles qui pourrait augmenter la virulence des autres drosophiles? Et quels sont les facteurs qui favorisent les pontes de drosophiles, s'il en est? Est-ce que c'est le sucre, la tension de la pellicule, la dureté de la pellicule? Voilà les questions qu'on peut se poser. Je vais vous faire un petit rappel sur ce nouveau ravageur. Donc, il est connu pour être d'origine d'Asie orientale, le Japon, la Chine. La première description a été faite par Matsumara au Japon. Fin 2008, il a été détecté aux États-Unis, en Californie, avec des dégâts sur des fruits rouges. En 2008, première détection en Europe, dans le Mercantour, sans dégâts apparemment, mais des relevés. En septembre 2009, par contre, des premiers dégâts en Europe, surtout dans le nord-est de l'Italie, puis sur le pourtour méditerranéen. Donc là, on est concerné. Donc en 2010, dispersion très rapide en Europe, les premiers dégâts sur vigne, bien identifiés dans le Trentino, en Italie, et depuis 2011, 2012, un peu moins, 2013 et 2014, extension dans tout le territoire français et sur les pays limitrophes. Mais qu'en est-il sur la vigne? Le suspense est là. D'abord, une présentation du ravageur. Donc, comment le reconnaît-on? Donc, c'est un insecte de la famille des diptères, du genre Drosophile. On les reconnaît par les adultes, notamment les mâles, avec leurs ailes tachetées. Voilà. Mais aussi les femelles, avec l'ovipositeur prédominant qui ressort, ou qu'il faut faire ressortir à l'amino, et surtout ces petites dentelures de l'ovipositeur qui perforent la pellicule pour permettre la ponte à l'intérieur du fruit. Alors, quel est son cycle? Donc, vous avez les adultes, donc sur votre gauche, qui, 1 à 4 jours après leur émergence, peuvent pondre à l'intérieur de la pellicule. Là, vous avez donc l'œuf est allongé et il ressort 2 petites tubulures. Vous les voyez un petit peu sur cette diapo. 2 à 72 heures après, on a la formation de la larve, et 3 à 13 jours, la transformation en pupe, et de 3 à 15 jours, donc retour, la pupe donne les adultes, et le cycle est bouclé. La durée du cycle est environ de 8 jours et demi à 25 degrés, de 19 jours à 18 degrés, et de 50 jours à 12 degrés. Donc l'importance de la température dans le cycle, la durée du cycle. Donc à 25 degrés, c'est très rapide, hein, 8 jours et demi. Donc ce qui vous fait à peu près 7 à 16 œufs par jour par femelle. Jusqu'à 300 œufs par femelle. Et jusqu'à 13 générations par an, même plus. Donc, ce qui vous donne un fort potentiel de nuisibilité. Ça se reproduit très très vite.
Les cultures et plantes hôtes, donc ce qu'on connaît très bien, la cerise notamment, la fraise, la framboise, la mûre, la myrtille, la figue. Là, c'est reconnu, c'est vraiment, ça peut être envahi. Des cultures ponctuellement impactées, vous avez l'abricot, la prune, la pêche, la vigne et le kiwi. Pas le kiwi, hein, c'est pas tout à fait la même peau. Et les plantes sauvages hôtes, donc le sureau yèble, le sureau noir, la ronce, l'arbousier. Les dégâts je vous montre quelques dégâts quand même sur cerise, hein, on a pas mal de photos nous. Donc des dégâts dans toute l'épaisseur de la chair, des larves très mobiles et souvent plusieurs larves par fruit. Et souvent plusieurs trous par épiderme, hein, ce qui donne après une déliquescence du fruit formidable. Pas très beau à voir. La biologie et le comportement de l'animal, elle est active entre 10 et 30 degrés, avec son optimum à 25 degrés, comme on l'a vu. Elle aime la fraîcheur et l'humidité. Elle est fortement gênée par le vent. Elle semble passer l'hiver sous forme adulte, déjà fécondée, donc à l'abri dans les bois. Et elle est capable de pondre dès la sortie d'hiver. Sa biologie et son comportement, on commence à la cerner un peu. Elle se déplace en fonction de la disponibilité en fruits et elle recherche les conditions favorables à son développement. Elle est capable de trouver des abris assez rapidement, temporairement ou de façon permanente. S'il y a trop de vent, elle se cache. Elle préfère les fruits sains pour pondre. Mais elle a besoin de fruits abîmés pour se nourrir. Donc les deux choses sont assez différentes. Donc la Drosophila Suzuki peut être présente dans un verger ou dans un vignoble pour se nourrir, mais sans pour autant pondre. C'est un élément à prendre en compte. Donc qu'en est-il sur vigne? Donc moi je connais un petit peu plus le raisin de table, donc je vais vous parler plus précisément du raisin de table. On suit son évolution sous forme adulte par des piégeages. Alors vous avez des piégeages de forme artisanale, disons, dans des bouteilles de rouge, hein, je ne vous dirai pas la marque, perforées, avec un mélange composé de 40% de vin rouge, 40% de vinaigre de cidre et 20% d'eau, additionné de quelques gouttes de savon. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un réseau de piégeage initié par le réseau BSV PACA en 2012, à partir de 2012. Donc sur le domaine de la tapis depuis 2012, là vous avez en noir à la fin les premiers piégeages qui sont relativement modérés de juillet, août, septembre. Et ensuite on a continué sur toute l'année. Donc depuis 2012, on vérifie ça tout le long de l'année. Et vous avez donc en bleu 2013, en rouge 2014, avec des amplitudes assez importantes selon les conditions climatiques surtout. Et vous avez en vert, là qui commence à apparaître, 2015. Donc un fort potentiel qui commence. Bon, je vous cache pas que ça commence à diminuer à la suite des conditions un petit peu plus froides qu'on observe actuellement. On fait aussi des émergences d'adultes pour voir qu'est-ce qui sort de grappes ou de prélèvements de grappes ou de baies avec des trous suspects ou des dégâts de pourriture acide que l'on met dans des boîtes avec un filet. On attend une vingtaine de jours et on passe ces boîtes au congélateur pour endormir ou pour tuer les drosophiles adultes, et on essaye à l'abino de reconnaître et de comptabiliser les mâles et les femelles Drosophila Suzuki. Madame Reynaud, oui, on a dépassé l'horaire, il vous reste 1 minute. Oui, je vais aller vite. Donc à partir de ces émergences, on voit de grappes, vous avez d'abord
à partir du mois de juillet jusqu'à fin août, fin septembre, plutôt des émergences de drosophiles communes, et c'est à partir de début octobre qu'on s'aperçoit qu'il y a des émergences de Drosophila suzuki en plus grand nombre, même si c'est modéré quand même. Donc sur des dégâts de baies, là aussi, c'est à partir du mois d'octobre qu'on observe des Drosophila suzuki. Dans le Gard, à Rodilan, là aussi, il y a eu des émergences de fait, mais pas beaucoup de Drosophila suzuki. À côté de ces dégâts, on a regardé ce qui se passait. À partir du mois d'octobre, on a vu des pontes qui ressemblaient tout à fait à des Drosophila suzuki, des pontes de Drosophila suzuki, ce qui nous fait dire que, effectivement, on a montré que des œufs de drosophiles sont implantés dans la pellicule des baies. Là, je vous montre plusieurs photos. Et donc, on a prouvé qu'il y avait des dégâts avérés de Drosophila suzuki sur vigne. Bilan des émergences, donc je vous l'ai dit. Et en conservation du raisin, ces perforations peuvent donner des décolorations de grains autour de la perforation, ce qui est important en raisin de table. Donc la prophylaxie est un des moyens de lutte. Oui. Sinon on va pas y arriver. Je vais y aller. Donc prophylaxie, limiter l'humidité et faire une bonne aération des grappes. Et il y a un certain nombre de produits homologués, mais bon, qui peuvent réduire la pullulation, mais ne peuvent pas éradiquer totalement l'insecte. Donc, suite à tous ces éléments, je conclus rapidement. Qu'est-ce qu'il en sera pour la campagne 2015? Ça, la question est posée. Ces travaux qui ont été présentés sont issus d'un projet CASDAR, Drosophila suzuki, initié par le CTIFL. Voilà, merci pour votre attention. Merci Madame Reynaud.